Ah, ma Suisse, la Suisse, notre fabuleux et magnifique pays. Les Alpes, les montres, le chocolat, des trains et des rues propres. L'un des menus McDo les plus élevés au monde, si ce n'est le plus cher. Le secret bancaire, Davos, où les puissants se réunissent chaque année pour parler de l'avenir de la planète. Genève, capitale mondiale de la diplomatie. Plus de 40 organisations internationales y ont leur siège. L'OMS, le HCR, la Croix-Rouge et j'en passe. 180 missions permanentes d'État du monde entier. Chaque année, 4000 chefs d'État, ministres et hauts dignitaires font le déplacement. 3500 réunions internationales dans une seule ville. Et les salaires qui vont avec. En 2024, le salaire médian suisse s'élevait à 7024 francs bruts par mois. La richesse moyenne par adulte, première mondiale selon UBS en 2024. D'après la légende, en Suisse, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de l'argent. Cette image de richesse et d'opulence, elle ne vient pas uniquement de l'extérieur. Nous la perpétuons nous-mêmes depuis l'intérieur. C'est mal vu de parler de pauvreté. De toute façon, en Suisse, ça n'existe pas. Comment vous dire? Cette réalité, à titre personnel, je ne l'ai jamais vraiment connue. J'ai grandi à Fribourg, au vieux Chêne 5, un coin situé au sein du Schönberg. Un immeuble avec un ascenseur en panne une fois sur deux. Des voisins qui urinaient ou déféquaient dedans. Autour de moi, il y avait une multitude de nationalités. Des Suisses bien entendu, mais aussi des Turcs, Italiens, Marocains, Congolais, Cambodgiens, Haïtiens, Albanais, Russes, Portugais, Espagnols, Dominicains, Thaïlandais. Bref, le vieux Chêne 5 pour moi, c'était une fenêtre ouverte sur le monde. Des familles dont les parents étaient souvent peu qualifiés. Ceux-ci cumulaient 2 à 3 emplois. Ils et elles se levaient tôt et rentraient tard. Ces familles-là, elles ne partaient pas en week-end. Elles passaient les étés au quartier, à la piscine et elles faisaient des grillades au bord de la Gérie. Elles achetaient leurs meubles en seconde main chez coup de pouce. Pas par conviction écologique ou pour lutter contre la surconsommation. C'était par contrainte budgétaire. Il arrivait que certains week-ends, certaines familles fassent le trajet jusqu'à Mulhouse pour aller faire des courses en grande quantité à meilleur prix qui permettait de tenir le mois. Les voisins passaient leurs commandes en même temps. Lorsqu'il manquait du riz, des œufs ou du sel, nos parents nous envoyaient demander aux voisins qui nous dépannaient volontiers. Et la fois suivante, nos parents leur rendaient service. Ce n'était pas du recours social, c'était du système D. Une façon de trouver des solutions sans avoir à demander à la Suisse pour éviter d'être mal perçu, traité de faible, feignant ou encore de fraudeur. Pourtant, la précarité était là, mais elle était invisible parce qu'elle s'appliquait à l'être. C'est de cette Suisse-là dont je vais parler. Cette Suisse qui ne part pas en week-end, qui cotise des années pour partir en vacances au bled. Cette Suisse silencieuse et invisible, dont moi, d'autres, et peut-être même toi qui me regardes, sommes issus. Cette Suisse qui est vigoureusement niée parce qu'elle ne colle pas avec l'image que nous renvoyons au monde. Bonjour l'équipage du Pirate au chapeau Carhartt. Bienvenue sur TSHM le podcast. Je suis Monsieur Monga et c'est un immense plaisir. Il y a quelques années, j'ai vu une exposition au MAMCO à Genève. Je découvrais un pan de notre histoire suisse que j'ignorais. Cette exposition rendait hommage aux saisonniers. Ces hommes, italiens d'abord, puis espagnols, portugais, yougoslaves, venus travailler en Suisse après la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de bras pour faire tourner une économie en plein boom. On les appelait les hirondelles parce qu'ils arrivaient au printemps et repartaient à l'automne. 9 mois maximum, loin de leur famille, sans droits sociaux, logés dans des baraquements. Et chaque année, ils recommençaient. Entre 1945 et 2002, la Suisse a délivré 6 millions de permis saisonniers. Ces hommes, il faut le dire, ont littéralement construit ce pays, du moins ses infrastructures. À travers cette exposition, j'ai découvert une Suisse plus proche de celle que je connaissais. Les titres de séjour, la catégorisation et la classification des étrangers. Cette exposition me rappelait que la précarité en Suisse n'était pas nouvelle. Elle a toujours existé. Au 19e siècle, avec les vagues d'émigration de fribourgeois et valaisans vers le Brésil. Plus tard, elle a été portée par des gens qui n'étaient pas censés rester. Donc, elle n'était pas supposée être vue. C'est ce que le sociologue Robert Castel, dans La montée des incertitudes, appelait la précarité structurelle. Une réalité produite par le système économique lui-même, qui a besoin de main-d'œuvre flexible et de préférence invisible. Quand une vague s'intègre, une autre arrive. Elle hérite de la même invisibilité. La chercheuse Verena Keller documente cette réalité dans ses travaux sur l'aide sociale en Suisse. Elle montre comment la pauvreté en Suisse est souvent niée culturellement parce qu'elle contredit l'image nationale alors même qu'elle est observable et qu'elle ne cesse hélas de gagner du terrain. Le Schönberg, ou plus
communément appelé le Berchaud, 1700 représente, illustre bien ça. Dans les années 60, ces grands immeubles se construisent en périphérie de l'autre côté de la Sarine. Si au début, des familles suisses y vivent, progressivement, celles-ci s'en vont laissant place aux familles immigrées. Ce mécanisme, il se répète dans tous les pays. Il y a bien entendu les quartiers aisés, mais aussi des quartiers précaires. Ainsi, à Fribourg, le Schönberg et Villarvert accueillaient les populations les plus précaires et majoritairement d'origine étrangère. Était-ce un hasard? C'est dans cet environnement que j'ai grandi, en observant les dynamiques et des personnes souffrir en silence. Et c'est là, gamin, je crois, que j'ai commencé à comprendre une chose. Se taire contribue à maintenir les inégalités. Tant que la parole ne circule pas, le problème n'existe pas officiellement. Et s'il n'existe pas officiellement, donc s'il n'est pas documenté, si personne ne se saisit de ça et n'en parle, on continue de dire qu'il n'y a pas de pauvres en Suisse. D'où mon mantra, la parole nous libère. Le nouveau code de déontologie d'avenir social pose la justice sociale comme l'un des 3 principes fondamentaux du travail social en Suisse. Pas seulement accompagner les personnes, mais questionner ce qui les a mises là. Cette Suisse invisible que je décris dans cet épisode, c'est précisément, il me semble, ce que ce principe nous demande de regarder en face et de questionner. Entre 2016 et 2019, je travaillais dans une structure d'aide sociale à Fribourg. Au début, le profil des personnes qu'on accompagnait était principalement des hommes, migrants, européens, africains et des personnes réfugiées. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Je me souviens de ce moment de bascule, d'une dame précisément, la quarantaine, suissesse. Elle est entrée en portant des lunettes de soleil qui dissimulaient son visage. Elle ne semblait pas à l'aise d'être là. Lorsqu'elle m'expliqua qu'elle avait besoin d'aide et était venue pour un rendez-vous, je me souviens avoir été surpris intérieurement. Je percevais quelque chose à ce moment-là, comme une transformation de l'environnement. Je pouvais le voir et le sentir. Cette dame illustrait ce que le sociologue Serge Pogam, dans la disqualification sociale, décrivait comme une glissade progressive par laquelle des personnes qui se croyaient à l'abri se retrouvent à demander de l'aide. Après cette dame, nous avons constaté à travers nos statistiques que les demandes changeaient. Il ne s'agissait plus seulement de demandes de bons pour un repas à banc public ou pour des nuitées à la tuile. De plus en plus, on nous demandait des bons micros pour faire quelques courses, de l'aide pour payer le loyer ou des factures. Ces demandes étaient exprimées par des personnes qui avaient pourtant un emploi. Mon chef et moi observions. On voyait l'environnement muter. En 2020, tout a basculé. J'avais quitté Fribourg. Je commençais à travailler à Genève dans un dispositif d'hébergement d'urgence. La caserne des Vernets ouvrait ses portes pour accueillir des personnes sans abri. Environ 200, voire plus. À la patinoire des Vernets, la caravane de solidarité avait organisé une distribution alimentaire. Les premières personnes arrivaient dès 4h30 du matin alors que les portes n'ouvraient qu'à 9h. Un samedi, la queue s'étirait jusqu'à la pointe de la jonction. Ce jour-là, 2600 sacs ont été distribués. La semaine précédente, il y en avait eu 1683. Ce n'était évidemment pas propre à Genève. À Fribourg, l'association Récupère Action organisait chaque dimanche une redistribution gratuite. Des centaines de personnes repartaient avec de la nourriture et produits d'hygiène. Durant le mois de février 2021, des files d'attente de plusieurs heures s'étendaient dans le froid à Zurich. Le centre SPAS, qui vient en aide aux personnes sans droit administratif en Suisse, les sans-papiers, avait reçu plus de 400 demandes d'aide financière en quelques semaines dès le début du semi-confinement. Ces gens n'étaient pas nouveaux, ils étaient juste invisibles jusqu'à présent. La pandémie rendait saillant ce que les professionnels du terrain observaient depuis des années, c'est-à-dire la progression de la précarité en Suisse. Une étude menée à Genève pendant la pandémie a révélé que 70% des personnes précarisées n'avaient pas sollicité les aides disponibles. C'est ce que le sociologue Philippe Varin documente précisément dans le non-recours aux politiques sociales. Des gens qui ont droit à des prestations et ne les demandent pas, par méconnaissance, mais aussi pour beaucoup par peur de perdre leur permis de séjour. L'aide existe, les personnes y ont droit, mais elles choisissent de ne pas y recourir parce qu'elles sont conscientes que activer ces droits peut leur coûter leur titre de séjour d'un côté. À titre d'exemple, sur le terrain professionnel, il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont des droits, qui ont des titres de séjour, des permis C, des permis B, surtout des permis B, qui préfèrent vivre à la rue ou dormir dans des hébergements d'urgence plutôt que d'aller solliciter le revenu d'insertion auprès du service social. Et je ne peux pas les y obliger. Je suis inquiète pour elles parce que vivre à la rue, c'est difficile, ça développe
plusieurs pathologies psychiques, physiques, mais voilà, elles ne prennent pas ce risque-là. Et donc, quand j'entends certaines et certains dire que les étrangers en Suisse, en ciblant généralement ceux issus d'États tiers, viennent pour profiter de l'aide sociale, ça me met réellement en colère parce que sur le terrain, je vois des situations où des personnes se mettent vraiment encore plus à mal pour ne pas correspondre à cette réputation qu'on donne aux étrangers. Revenons à notre histoire. Dans les abris PC, après la fermeture des Vernets, nous avons accueilli des femmes, des nounous, des aides à domicile. Elles avaient travaillé pendant des années dans des foyers à Genève. Elles avaient élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs. Quand la crise est arrivée, leurs employeurs s'en sont débarrassés. Elles s'étaient retrouvées sans travail et sans logement. Ces dames incarnaient ce que la sociologue Patricia Hill Collins dans Black Feminist Stuff appelle la matrice des dominations. Le fait que la classe, le genre, l'origine et le statut administratif ne fonctionnent pas séparément. Ils se cumulent. La pandémie n'a pas créé la précarité en Suisse. Elle a juste rendu impossible à ignorer. Il n'y a pas de pauvreté en Suisse. Cet épisode, c'est ma réponse à cette phrase que j'ai souvent entendue. Certaines et certains pourront en avoir ras-le-bol de m'entendre parler de ce qui ne va pas en Suisse à travers mon podcast. On pourrait même me demander ce que je suggère pour apporter du changement et c'est compréhensible. Je commencerai par dire que j'aime tout autant la Suisse que ces personnes. Et je l'aime tellement que j'ose m'exprimer. Tout en sachant, comme le disait Nietzsche, que ce que l'on fait n'est jamais compris, mais seulement loué ou blâmé. Mais c'est ok, parce qu'à travers mon podcast, j'agis. La parole est un acte, c'est une action concrète. Et comme Albert Camus l'écrivait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors je nomme, aussi justement que je le peux, tout en m'autorisant à ne pas être parfait parce que je ne suis qu'un homme. Ainsi, j'espère contribuer à réduire aux mots que nous rencontrons en Suisse. La démarche de mon podcast est simplement de nommer ce qu'on préfère taire. Parce que c'est taire, j'en suis de plus en plus convaincu, ne fait que maintenir les choses en l'état, si ce n'est les aggraver. C'est ce que la théoricienne indienne Chandra Tapaldemohanty, désolé si j'ai mal prononcé, formulait dans Sous les yeux de l'Occident. Rendre invisible une réalité, c'est déjà un acte politique. Ce silence n'est pas anodin, il sert quelque chose. Ce que cet épisode a tenté de montrer, c'est que la précarité en Suisse n'est pas nouvelle. Elle a traversé les générations. La précarité frappe indépendamment de la nationalité. Des personnes étrangères aux personnes suisses, des personnes qui travaillent, qui ont des poursuites, les écarts se creusent de plus en plus. La richesse moyenne par adulte en Suisse est la première mondiale selon UBS. Ok, cependant ce que je sais, c'est qu'en Suisse, il suffit d'une seule erreur pour se retrouver disqualifié malgré la qualité du filet social. Le préambule de la Constitution fédérale suisse l'énonce clairement. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, pas à la hauteur de ses gratte-ciel, à la beauté de ses montagnes, la propreté de ses routes, même si c'est appréciable. Elle se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà ce qui compte. Lutter contre la précarité. Lutter contre les causes qui mènent à la précarité et ne pas seulement se concentrer sur les conséquences. Voilà mes Nakama, c'était TSHM le podcast. Comme d'habitude, si vous avez trouvé cet épisode pertinent, je vous demande de liker, de partager et si vous êtes téméraire, de laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé, pour me montrer que vous êtes avec moi. Ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai coutume de dire, la parole nous libère. Alors, allez-y mes pirates.